Donc, le modèle logique de données, on a vu pour l'instant, nous, le modèle conceptuel de données, qui est donc le fait d'aller prendre les besoins d'un utilisateur et chercher quelles sont les données qu'on aura besoin de stocker pour créer l'application demandée par l'utilisateur, pour gérer toutes ces informations. Et à partir des données, on les organise sous forme d'entités avec des associations pour pouvoir les relier. Et l'objectif de ça, c'est de construire une base de données. Donc, vous avez vu, parce que vous avez commencé le SQL, que quand on a une base de données, il nous faut les tables. Pour chaque table, il nous faut des champs. Dans les tables, on va retrouver un identifiant et on va aussi pouvoir retrouver des clés étrangères. Donc, ce sont des éléments qu'on va avoir dans le modèle logique de données. Au final, le modèle logique de données, c'est simplement la traduction en fait, du modèle conceptuel de données dans le MLD, qui est la structure concrète physique qu'on va implémenter sur la base de données. Donc, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous allez voir que ce sont des règles bien précises qui permettent de passer du MCD au MLD. Donc, il y a un certain nombre de règles que je vais vous expliquer, qu'on va suivre, et c'est tout le temps les mêmes règles qu'on va appliquer. Après, la seule chose, on va, à travers les exercices, on va se confronter à des points particuliers où on peut se questionner sur comment est-ce qu'on fait. Donc, c'est bien de réaliser par l'intermédiaire des exercices. Donc, ce qui va nous intéresser ici, alors, une minute, je vais répondre à Luc. Effectivement, j'ai déjà imprimé les documents, mais ils sont dans mon bureau de l'IUT. Du coup, j'essaierai de... J'aurais dû peut-être y penser avant, mais j'essaierai de demander peut-être à un collègue de vous les déposer en salle 03 pour que vous puissiez récupérer le support papier parce que je les ai déjà imprimés. Voilà. Donc après, si la version numérique vous convient, je vais vous la transmettre. Et sinon, la version papier, elle est déjà imprimée de toute façon. Et je peux essayer de voir avec un collègue pour qu'il vous le donne, pour qu'il vous le dépose en salle 03 en fait, et que vous puissiez le chercher par exemple. Donc, je vais essayer de prévoir ça cette semaine. Donc, je reviens au MCD. Donc, l'idée ici, c'est à partir de ce qu'on a là, trouver les tables qu'il va nous falloir créer avec les identifiants, les champs, les clés étrangères. Donc, on va commencer avec ce modèle de données de gestion des factures et je vais afficher le PDF parce que du coup, c'est plus propre. Vous n'avez pas toutes les erreurs. Voilà, c'est plus propre comme ça. Donc, à partir de là, on va avoir certaines règles à appliquer et pour nous permettre de passer du MCD au MLD. Alors, ah oui, vous êtes à l'IUT déjà. Ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, ou alors j'essaye d'appeler maintenant, et il faudrait que j'appelle peut-être les secrétaires pour voir si elles peuvent passer dans mon bureau et vous donner les copies. Parce que vous n'avez pas accès à mon bureau et mes collègues, elles sont aussi à distance. Donc je pense qu'il n'y aura personne dans le bureau. Mais je vais essayer de contacter quelqu'un à l'IUT pour peut-être vous transmettre les documents. Soit les secrétaires, soit s'il y a le chef de département ou quelqu'un. Donc, je vais essayer de passer le coup de fil tout à l'heure pendant que je vais vous faire le cours et puis pendant que vous ferez les premiers exercices, je vais essayer de voir si quelqu'un peut vous donner le support papier. Donc, je continue. Donc, on a la première règle qu'on va appliquer. On a 3 règles en fait qu'on va appliquer. La première règle à appliquer, c'est que chaque entité va devenir une relation. Donc, une relation, ça veut dire en fait une table qu'on créera ensuite dans notre base de données. Et on va simplement recopier les éléments des entités. Donc, l'identifiant de l'entité va devenir la clé primaire de la relation et les propriétés vont devenir les champs, enfin les attributs de notre relation qui seront les champs de notre table. Donc, pour notre petit MCD de gestion de facturation, je vais revenir sur mon document Word. Ici, du coup, la première règle à appliquer, elle va nous faire écrire les 3 tables. Donc, on va avoir la table facture,
Alors, peu importe l'ordre dans lequel vous notez les tables, ça n'a pas d'importance. Donc, la table facture, et on va recopier les champs, le numéro de facture et la date de la facture. Et le numéro de facture, on va du coup le souligner. Et on va faire de même pour les autres. Donc, on aura la table produit avec le numéro de produit, la désignation et le prix unitaire. Et puis, la table client. Donc là, vous voyez que c'est simplement de la recopie qu'on va faire. Il n'y a rien de compliqué ici. Il faut juste faire attention de ne pas oublier de table. Donc voilà la première partie du MLD, c'est créer une ligne pour chacune des entités. Donc ça va correspondre à une table qu'on créera ensuite dans la base de données. Deuxième règle, la deuxième règle elle concerne les associations qu'on appelle contraintes d'intégrité multiples. Alors en fait, ce sont les associations dans lesquelles on a une cardinalité maximum de n des deux côtés. N ou plus de 1. Si jamais on a 2, 3, 4, ça sera considéré comme N. Et ici, on va juste s'intéresser à la cardinalité maximum. Donc, quand on a ce type d'association, et nous, on a cette association ici entre facture et produit, l'association contenir qui a du N en maximum des deux côtés. Du coup, cette association, elle nous permet de faire le lien entre la table facture et la table produit. Donc, cette association va se traduire par une nouvelle ligne dans notre modèle relationnel, donc par une nouvelle table finalement dans la base de données. Et dans cette table-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les identifiants des entités qui sont reliées, qui vont devenir elles-mêmes, eux-mêmes, une combinaison d'identifiants pour créer la clé primaire de la table. Donc ici, pour contenir, on va récupérer le numéro de facture, le numéro de produit. On va tous les deux les souligner pour indiquer qu'ils constituent la clé primaire de la table. Et on rajoute ensuite, s'il y en a, des informations telles que la quantité, comme on a ici. Mais même si on n'a pas d'informations dans l'association, c'est la règle qu'on va appliquer, c'est-à-dire créer une nouvelle ligne dans notre modèle et dans laquelle on récupère les identifiants des entités qui sont reliées, qui deviennent eux-mêmes identifiants. Donc après, dans la base de données, ça va se concrétiser par une table dans laquelle on aura, par exemple, le numéro de facture 1 relié au numéro de produit 2, 4 et 6, et puis le numéro de facture 2 relié aux produits 4, 5 et 6, par exemple. Donc on aura les couples numéro de facture, numéro de produit qui seront uniques, mais on pourra trouver plusieurs fois le même numéro de facture et plusieurs fois le même numéro de produit, ce qui correspond donc à ce qu'on avait prévu dans notre modèle conceptuel de données. Donc cette règle-là, quand on va l'appliquer ici, on va créer la relation contenir. On va récupérer donc nos deux identifiants. Et à chaque fois que dans une relation, on va récupérer une information qui provient d'une autre relation, finalement, on va rajouter le dièse devant pour indiquer que c'est une clé étrangère. Donc ici, on va récupérer le numéro de la facture qui provient de la table facture, le numéro du produit qui provient de la table produit et la quantité. Et donc, ces deux éléments, numéro de facture et numéro de produit, vont être soulignés pour indiquer qu'ils constituent la clé primaire de la table. Donc, soit vous soulignez le couple en entier, ce qui est une possibilité, soit vous les soulignez l'un après l'autre. De toute façon, ça signifie la même chose, ça signifie que les deux sont clés primaires. Donc ça, c'est la deuxième règle. Et puis ensuite, on a un autre type d'association, donc un autre type de règle. Ce sont les contraintes d'intégrité fonctionnelle, enfin, ce qu'on appelle contraintes d'intégrité fonctionnelle, mais qui en fait sont les relations dans lesquelles il y a un 1 maximum au niveau de la cardinalité. Donc c'est ce qu'on a ici du côté de facture, où pour une facture, on a au maximum un client. Alors comme tout à l'heure, on s'intéresse uniquement à la cardinalité maximum, donc ici 1. Et la règle qu'on va appliquer pour cette association elle est différente. On ne va pas construire une relation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapatrier la clé primaire de l'entité qui est reliée dans l'entité du côté du 1. Donc, ce qu'on a construit ici dans notre modèle conceptuel de données, c'est le fait que pour une facture, elle corresponde à un et un seul client. Elle permet de facturer un et un seul client. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que le numéro du client,
on va le récupérer et l'ajouter dans la facture, donc l'ajouter en tant que clé étrangère. Ce qui veut dire dans notre base de données qu'on aura par exemple la facture numéro 1 avec la date d'aujourd'hui et puis avec le numéro de client 3 et ça nous permettra, cette facture, d'aller la relier avec la table client, de chercher le client numéro 3 et donc de connaître les informations du client numéro 3 pour les afficher sur la facture. Donc, pour les associations de ce type-là, avec un 1 maximum, on ne crée pas de relation. Hein. L'action qu'on va faire, c'est récupérer dans l'entité qui est à côté du 1, donc ici dans l'entité facture, on rajoute une clé étrangère qui est l'identifiant de l'entité qui est reliée. Donc ici, on va rajouter le numéro client. Donc dans facture, je vais l'écrire en entier. On va retrouver le numéro de la facture, la date de la facture, et puis le numéro de client qu'on rapatrie. Du coup, on va noter un dièse devant pour montrer que c'est une clé étrangère et qu'on la récupère depuis l'entité client. C'est-à-dire que ce n'est pas une information qui était directement dans la facture, c'est une information qui est reliée avec autre chose. Donc voilà les 3 règles qu'on va appliquer qui sont simples du coup. Sauf qu'après, comme il y a pas mal de cas particuliers, il faut qu'on fasse un peu un certain nombre d'exercices pour que vous maîtrisiez bien ces éléments-là. Donc, quand on applique ces 3 règles, on va avoir à la fin, ici ce qui va m'intéresser, c'est le modèle logique complet de mon application. Hop. Donc, on va avoir nos différentes tables avec ici, je vais récupérer le numéro du client. Donc, la table produit, là, elle est terminée, j'ai rien d'autre à rajouter. La table client, pareil, et je rajoute, du coup, contenir. Donc là, j'ai le modèle logique complet de ma base de données. Et donc, pour créer cette base de données, j'aurai 4 tables à créer. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'importance sur l'ordre dans lequel vous écrivez les relations dans le modèle logique. Donc ça, c'est une façon d'écrire. Je vais reprendre juste le même ordre entre les 2 choses que je vous propose. C'est une façon d'écrire le modèle relationnel. Il y a une autre façon de l'écrire. Et vous aurez le droit de choisir celle qui vous convient le mieux. Bon, la première est plus rapide, donc je peux comprendre que vous vouliez l'utiliser, mais si vous voulez utiliser la seconde, vous pouvez aussi. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on liste les différents éléments et on indique de manière très explicite à la suite quelles sont les clés primaires ou clés étrangères. Donc pour client, il y aura juste une clé primaire. Ici, pour facture, la clé primaire, c'est donc la facture. Et la clé étrangère, c'est le numéro du client. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, pour la clé étrangère, c'est qu'on va préciser à quoi elle fait référence. On va préciser que ça fait référence à une client qui est dans le client. Parce que ce n'est pas forcément évident, même si... On peut en fait utiliser une clé étrangère qui a un nom différent si on le souhaite, c'est une chose qu'on peut trouver. Donc ici, avec cette syntaxe-là, on indique de manière très explicite quels sont les liens entre les tables. Donc pour produit, on a juste le numéro de produit comme clé primaire et puis contenir. On a donc une clé primaire qui est composée de 2 éléments. Je vais enlever les dièses ici. Donc la clé primaire, elle va être composée du numéro de facture et du numéro de produit. Et on a 2 clés étrangères. Donc on a numfact qui fait référence à numfact de facture et on a numprod qui fait référence à numprod de produit. Donc voilà notre modèle relationnel avec les 3 règles que je vous rappelle. Hein. La première règle, c'est que chaque entité devient une relation et on n'a que de la recopie à faire, mais on n'oublie pas de souligner l'identifiant pour faire la clé primaire de la table.
La seconde règle, elle concerne les associations avec du N des deux côtés. Et à ce moment-là, on crée une nouvelle relation dans laquelle on récupère les identifiants des entités qui sont reliées, qui deviennent clés étrangères et clés primaires en même temps. Et puis, on rajoute les informations de l'association s'il y en a. Et la troisième règle qui concerne les associations avec du 1 maximum. Et du coup, du côté du 1, on va rajouter la clé étrangère qui sera l'identifiant de l'entité qui est reliée. Donc voilà les trois règles qu'on va appliquer pour construire le modèle logique de données à partir du modèle conceptuel de données. Alors il y a une dernière partie qu'on verra qui concerne les entités faibles et comment est-ce qu'on modélise, comment est-ce qu'on passe au niveau du MCD, comment est-ce qu'on fait pour les entités faibles, mais on va la voir après. Pour l'instant, on va faire un premier exercice avec ces règles-là. Donc, je vais vous projeter un modèle conceptuel de données sur lequel on a déjà travaillé. Et puis, vous allez construire le modèle logique de données. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément bien compris pour réaliser l'exercice. Est-ce que vous avez des questions déjà jusque-là ? Ok, donc on avait parlé des entités faibles dans l'UMCD. Les entités faibles, je vous rappelle, c'est l'exemple qu'on a ici, hein, dans lequel une facture correspond à un chantier, mais le numéro de facture ne nous permet pas d'identifier tout seul une facture, parce qu'on peut avoir plusieurs factures avec le numéro 1, par exemple. Le numéro de facture dépend donc du chantier. Pour créer le numéro de facture entier, on a besoin du numéro de chantier plus du numéro de facture. Parce qu'ici, je vous rappelle le cas qu'on avait vu dans le cours, c'est que chaque chantier, quand il va facturer, ben, on renumérote à 1, on recommence à 1 la numérotation des factures pour chacun des chantiers. Donc la première facture d'un chantier a toujours le numéro 1. Du coup, l'identifiant de la facture ne nous suffisait pas pour identifier. Il fallait en plus qu'on rajoute le numéro de chantier. Donc ça, sur le MCD, on l'a modélisé en mettant les parenthèses pour montrer que facture était une entité faible. Et du coup, dans le modèle logique de données, ben, on va appliquer la même règle que celle qu'on applique quand il y a du 1. Et sauf que ce qu'on fera en plus quand il y aura les parenthèses, c'est qu'on va souligner l'information qu'on récupère. Donc ici, la règle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que quand il y a du 1 dans facture, on va récupérer le numéro de chantier, la clé étrangère, numéro de chantier, et la rajouter dans facture. Et en plus, comme il y a les parenthèses, on va souligner ce numéro de chantier, ce qui reviendra à faire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire dire que l'identifiant de la facture est composé du numéro de chantier plus le numéro de facture et faire référence au numéro de chantier qui est dans la table chantier. Donc, je vais revenir sur mon fichier Word pour noter ici. Voilà, le modèle logique de données qu'on va présenter du coup pour un chantier. On va avoir le numéro de chantier, l'adresse du chantier, donc là, rien de particulier. Et puis pour la facture, on va donc avoir le numéro de facture, la date de la facture. On va récupérer le numéro de chantier comme c'est, comme on a la liaison avec le 1 ici. Et comme c'est une entité faible, donc comme il y a les parenthèses, on va en plus souligner la clé étrangère qu'on récupère. Donc voilà, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que je vous ai expliqué. La seule chose, c'est que quand on va avoir du coup ce type de table-là, dans laquelle une clé étrangère est aussi clé primaire, ça va pouvoir changer pour toutes les associations qui seront en lien avec cette table-là. Par exemple, si on a ensuite, si pour une facture, on avait plusieurs éléments et qu'on devait récupérer l'identifiant de facture dans une autre entité à cause d'une relation 1-1, par exemple, ben, l'identifiant complet de la facture, c'est composé du numéro de chantier plus du numéro de facture. Donc, on appliquera la même règle, mais il y aura deux champs à récupérer ici. Donc ça, c'est une chose qu'on va voir avec les exercices.
Et du coup, la seule chose à se souvenir, bon, c'est le fait de souligner, mais c'est aussi le fait de gérer ces associations-là en premier dans votre modèle avant de gérer les autres associations, parce que ça peut, le fait d'avoir un identifiant composé de 2 éléments peut changer ensuite ce que vous récupérez quand vous récupérez l'identifiant de l'entité facture ici, par exemple. Donc, c'est des exemples qu'on va voir. Là, on va faire, je pense qu'on aura le temps de faire 2 exercices avec des modèles conceptuels de données dans lesquels il y a des entités faibles. Est-ce que vous avez des questions déjà? Ok. Donc,